Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Il est là pour la rentrée, Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities, qui passera avec nous les dossiers chauds du moment dans son point d'actualité. L'entretien est lui consacré à Pier Vincenzo Piazza, directeur général d'Aelis Pharma. Le journal des biotech, c'est parti. Et on commence avec le point d'actu. Il a quitté son transat pour retrouver le chemin des plateaux. Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Enfin, je dis quitter votre transat. En même temps, vous avez aussi dû être devant votre ordinateur parce qu'il s'est passé plein de choses pendant cet été sur les valeurs du secteur. On avait envie de commencer par une valeur américaine, Vaxcyte. Pourquoi on en parle? Parce qu'il y a eu une incroyable réaction boursière, plus 30% en une séance pour cette biotech américaine qui développe des vaccins et qui a déclaré que son vaccin expérimental contre le pneumocoque, eh bien, il a montré des résultats prometteurs dans une étude de stade précoce pour le moment contre le grand rival, c'est le vaccin de Pfizer. Il en a profité, comme ça, après ces bons résultats, pour lever la modique somme de 1,3 milliard de dollars en produits bruts et en vendant des actions ordinaires et des bons de souscription. Bon, c'est plutôt, c'est plutôt une bonne opération. Qu'est-ce qu'on doit en penser de Vaxcyte? Déjà peut-être présentation rapide, parce que c'est pas une valeur dont on a l'habitude de parler, et puis présentation plus spécifique des résultats de ce vaccin contre le pneumocoque. Alors, Vaxcyte montre en fait qu'il y a toujours un intérêt pour les vaccins. Oui, voilà. Cette sous-classe dans les biotech. Alors, en fait, Vaxcyte développe un vaccin contre les infections au streptopneumoniae. Donc, en fait, c'est une bactérie qui va provoquer des maladies respiratoires, principalement des pneumonies. Il y a aussi un risque de méningite. Ça peut provoquer des atteintes ORL comme les otites. D'accord. Et donc l'idée, c'est de vacciner en préventif pour éviter ces infections à pneumocoque. On vaccine qui? Des enfants, j'imagine, ou peut-être des personnes âgées? Il y a beaucoup de discussions sur les experts. On a tendance. Alors initialement, en fait, le vaccin était destiné aux enfants ou aux nourrissons. Ensuite, on a vacciné les adultes et les personnes âgées. Et comme vous l'avez mentionné, la franchise la plus importante, c'est celle de Pfizer-Prevnar. C'est le Prevnar, c'est ça. Un peu plus de 6,4 milliards l'an dernier en chiffre d'affaires. Donc c'est quand même un gros marché. La caractéristique de ce vaccin, en fait, du vaccin de Vaxcyte, c'est qu'il cible, les résultats qui ont été publiés, c'est avec le Vax31, qui cible 31 sérotypes. À titre de comparaison, il y a 2 vaccins dans la gamme. Qu'est-ce que c'est ça, les sérotypes? 31 sérotypes, ça veut dire quoi concrètement? En fait, il y a différents sérotypes sur la bactérie, il y a différents sérotypes. Ce sont des petites différences entre elles. Sur les différentes bactéries, c'est ça? Voilà, mais ça appartient à la même famille. D'accord. Donc ça n'a aucune influence au final sur la pathologie, sur les symptômes de la maladie. Mais ça crée une diversité, d'où la nécessité de développer des vaccins qui ciblent le plus de sérotypes possible. Oui. Alors Pfizer, il y a 2 vaccins, il y a le Prevnar 13 qui est approuvé en Europe, et il y a le Prevnar 20 qui est approuvé aux US mais pas en Europe. Donc le Prevnar 20 cible 20 sérotypes, le 13 cible 13 sérotypes. Avec ça, on couvre quand même une majorité de tous les cas. Oui. L'avantage de Vaxcyte, c'est qu'avec les 31 sérotypes, on évalue à peu près à 95% la couverture sur les infections. Parce que ça a marché sur tous les sérotypes sur lesquels ils faisaient cette étude? Alors, c'est là la beauté de leur résultat, c'est qu'ils ont fait une petite étude de phase 1-2, alors petite, elle est quand même sur 1000 patients. Ouais. C'était des patients adultes, de plus de 50 ans. Et ils ont comparé leur efficacité. En fait, il y avait 3 doses dans cette étude. Et ils ont comparé leur efficacité avec le Prevnar 20, qui est approuvé aux États-Unis. Et la bonne surprise, alors la safety est bonne, mais la bonne surprise, c'est qu'on a vu une réponse immunitaire aux 3 doses et sur les 31 sérotypes, alors que les investisseurs avaient déjà mis une barre en disant si on atteint mieux que Pfizer, mieux que le Prevnar, si on est à 20, 25, ce sera pas mal. Ce sera déjà pas mal. Là, sur les 31 sérotypes, c'est sorti, et c'est sorti d'une façon remarquable. Donc ça a été une bonne surprise. Pourquoi c'est important? Parce que là, il y a une couverture plus large, et parce qu'on note aussi quand même quelques phénomènes de résistance qui commencent à apparaître sur certains sérotypes, malgré la vaccination. Et ce que je pense, c'est qu'avec cette efficacité qu'ils ont démontrée, il y a peut-être moyen aussi pour Vaxcyte de développer une nouvelle génération en incluant encore un peu plus de sérotypes pour avoir une couverture plus large, quitte à baisser un peu en efficacité générale. Oui. Mais là, ça leur ouvre quand même des perspectives intéressantes, parce qu'on peut penser qu'ils ont un statut de best-in-class s'ils sont capables de répliquer ces datas-là. Maintenant, ils vont aussi initier une phase 2 l'année prochaine chez l'enfant, avec le Vax31, tout en sachant qu'ils ont aussi une autre version qui est le Vax24, contre 24 sérotypes, et on attend les résultats de phase 2 chez l'enfant en début d'année prochaine. Donc plutôt une belle histoire, et des beaux produits, et un développement clinique qui est solide. Alors une belle histoire.
des beaux produits, un développement clinique solide. On pourrait se dire, mais pourquoi ne pas embarquer dans l'aventure Vaxcyte quand on est investisseur? Ça vaut quand même, après cette coquette levée de fonds, 15 milliards de dollars, hein, Vaxcyte. Là aussi, on voit la différence avec les biotech françaises. Alors, ça, malheureusement, la CAPI commence à être un peu importante. Il fallait mieux se positionner. Je crois qu'en début d'année, elle était retombée à 60. Oui. Donc, voilà. Quel est le réservoir dose sur les cours actuels? On peut se poser la question. Après, on peut facilement faire un multiple de vente en disant si jamais les produits Vaxcyte arrivent à faire 5 ou 6 milliards et qu'on applique un multiple de temps sur le CA, ça donnerait une capi de temps. Après, je laisse à chaque investisseur de se faire sa religion là-dessus. Il est évident que le plus gros... Enfin, à l'heure actuelle, il y a déjà beaucoup d'upside qui est parti. Il y a sans doute encore un réservoir. La grosse question, c'est est-ce que Vaxcyte peut être une cible de consolidation dans cette industrie-là? Est-ce que Pfizer... Alors, je pense qu'il y aura des problèmes antitrust avec Pfizer. Mais on voit que GSK commence à être en bonne santé. Historiquement, c'est aussi un acteur du vaccin. Il y en a d'autres qui aiment le vaccin. Donc, est-ce que se positionner sur Vaxcyte pourrait faire du sens? Une acquisition potentielle par une big pharma. Voilà, en tout cas, on voulait vous parler de Vaxcyte. On va rester dans le vaccin, cette fois-ci plus proche de nous avec Valneva. Et ça nous fait plaisir, des résultats positifs de phase 2, là, pour le candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Maladie, on le rappelle, hein, qui est transmise par les tiques. Alors, on a encore eu une actualité chargée avec Valneva cet été, puisqu'il y a eu les datas dans la maladie de Lyme. Alors, il faut quand même dire clairement, c'est comme le driver majeur de l'histoire Valneva. On vient juste de parler de la franchise Prevnar de Pfizer. Pfizer est quand même un acteur historique, un bel acteur dans le vaccin. Si jamais la maladie de Lyme, ça marche comme on l'espère, on l'attend tous, et que derrière la performance commerciale est au rendez-vous, ça nous permettra d'avoir quand même une histoire qui va changer constamment. On se dit pour quand même, Frédéric, parce que la maladie de Lyme, certes, pendant longtemps on n'en parlait pas, mais depuis quelques années, on est maintenant très conscient du problème. On sait que c'est vraiment très répandu, notamment en Europe du Nord, même dans certaines régions de France ou d'Allemagne. Donc on se dit qu'il y a quand même potentiellement un très gros marché. Le potentiel, il est important. Les datas cliniques pour le moment sont bonnes et les datas de l'update sur la phase 2 est intéressant et est bon. Maintenant, le vrai catalyse, ça va être les datas de phase 3 qu'on attend pour l'année prochaine. Donc il y a encore une petite année de patience à avoir sur le titre. Mais c'est vraiment cet événement qui pourrait être changeant dans l'histoire Valneva, parce que oui, le marché existe. Oui, il est sur les pays développés. Et surtout, ils ont un partenaire commercial qui a montré dans le Covid ce qu'il était capable de faire, qui montre avec Prevnar ce qu'il est capable de faire. C'est un rouleau compresseur. Donc ça peut être... Une fois de plus, pour moi, c'est vraiment un game changer dans l'histoire de Valneva. C'est vraiment la maladie de Lyme. Valneva, hein, qui a perdu 33% depuis le début de l'année. Le titre vraiment reste sous pression. Donc on va suivre les développements dans la maladie de Lyme. Sachant qu'il y avait quand même un mouvement assez intéressant de Valneva, c'est sur le deal qu'ils ont fait avec la biotech suisse Limatech. Alors je ne sais pas s'ils ont été inspirés par tout ce qu'on a pu lire sur la qualité de l'eau de la Seine pour les Jeux Olympiques et des triathlons avec Escherichia coli, qui est devenu très célèbre. Tout d'un coup, oui. Mais ce qu'ils ont fait avec les Shigellos, hein, une autre bactérie qui est la Shigella, de racheter ce vaccin qui provoque aussi, alors, qui est génétiquement quasiment identique à Escherichia coli, qui provoque des gastro-entéraux, des diarrhées. Ils payent 10 millions, c'est pas excessif en termes d'upfront. Ils ont la trésor pour le faire, sachant que maintenant, dans le deal avec Pfizer, ils vont plus dépenser en R&D sur Lyme. Donc ils peuvent se permettre, et je trouve que c'est un mouvement assez intéressant pour enrichir le pipeline, parce que le portefeuille, voilà, on pouvait reprocher à Valneva, il y a Lyme, maintenant qu'Ixchiq est approuvé, il y a Lyme avec Pfizer, il y a Zika, mais vous avez un pipe qui est peut-être un peu faible. Là, ils ont fait un petit coup sur un marché de niche, et je trouve que c'est un deal plutôt intéressant. Ça reste de la niche, mais par rapport à la taille de la société, c'est intéressant. Bon, autre société qui fait parler d'elle, et là beaucoup avec une belle progression boursière récente, c'est Ose Immunothérapeutique. C'est la nouvelle très récente, puisque c'est tombé cette semaine, c'est la phase 3. On l'attendait, hein, de T2Pi. Et puis, bien sûr, les données de phase 2 dans la rectocolite hémorragique. Grosse actualité autour d'Ose et gros intérêt des investisseurs, Frédéric. Alors, T2Pi, on l'attendait, on savait qu'il y avait une barrière, une contrainte, qui était une contrainte financière, que tant que la trésorerie n'était... Alors le titre a baissé, hein, le jour de l'annonce. Le titre a baissé, mais
Mais bon, il y a sans doute des prises de bénéfices parce que les gens l'attendaient. Maintenant, il faut quand même saluer le management de Dose sur l'excellent premier semestre et sa capacité via le deal avec AbbVie à Boehringer. Ils ont quand même été chercher 80 millions d'euros. Et cet argent permettait au final d'avancer sur T2P. Donc l'un n'allait pas sans l'autre. Donc il faut quand même saluer ceci. Alors sur la phase 3 T2P, il n'y a rien de très surprenant au final dans ce qui a été publié. C'est une étude de phase 3 relativement standard. Les 2-3 choses qui me semblent quand même importantes par rapport aux investisseurs, c'est de noter qu'il y a une analyse intermédiaire. La deuxième chose, c'est un peu par rapport à tout ce qui est plan d'analyse statistique et l'efficacité, puisqu'on a une puissance dans l'étude qui est de 80%. Donc généralement, une étude de phase 3, c'est soit 80, soit 90. D'accord. La 80, c'est le minimum, mais en tout cas, la puissance est ce qu'il faut. Et le fameux hazard ratio, le HR qu'on utilise en onco, est de 0,7. Ça veut dire qu'en finale, 70, ça veut dire qu'on anticipe une diminution du risque de 30%. Là encore, c'est relativement standard. Donc tout ça aboutit à une taille d'échantillon qui nous met un peu plus de 360 patients. Donc là encore, j'espère pour eux que la taille sera suffisante et que ça ira. Une chose intéressante, on sait que c'est des patients réfractaires aux inhibiteurs de checkpoint qui sont métastatiques. Il faut que les investisseurs, quand on parle d'études métastatiques en onco, il faut toujours regarder la localisation des métastases. Et généralement, dans les études, en fait, les patients qui ont des métastases cérébrales sont exclus parce qu'ils ont une durée de vie qui est courte. Donc là, c'est bien le cas. Et le critère primaire sera la survie. Donc une étude relativement standard, il n'y a pas grand-chose. Le comparateur, c'est le Cétaxel, qui est une vieille molécule. D'accord. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que cette étude, elle sorte. Elle a été validée par les 2 agences que sont la FDA et l'IMIA. Donc on croise les doigts pour eux et faire en sorte que ça sorte. Bon, et puis il y a la rectocolite hémorragique aussi. Alors, sur la rectocolite, on a eu les datas de phase 2. La question maintenant, c'est quel va être le plan pour la prochaine étape. C'est ça. Phase 3 aussi. Alors, il va falloir qu'ils avancent. La question, alors, on a eu un peu le précédent à Bivax, où Bivax, pendant longtemps, nous a dit on fait la phase 2, puis sur la base de la phase 2, on signera un partenariat, où on sera racheté, parce que j'ai même entendu l'ancien CEO nous dire qu'il serait racheté. Puis on a vu malheureusement ce qui s'est passé. Ils sont obligés de faire la phase 3 tout seuls et ils ont été obligés de lever l'argent. Alors les études, elles ont quelques points communs entre l'étude Abivax et Dose, à la fois sur le critère primaire qui est la même échelle. Dans les 2 cas, en fait, pour le moment, on peut questionner la dose. Parce qu'on se rend compte qu'à la fois pour Abivax comme pour Ose, c'est la dose la plus faible qui semble la mieux marcher. D'accord. Généralement, dans une clinique, on aime bien avoir un effet dose, avec une dose forte qui marche un peu mieux. Voilà. Mieux ça marche. Donc là, ce n'était pas le cas. Sur la dose forte, ils sortent, mais quand on regarde la p-value, c'est 0,047, alors qu'il faut être inférieur à 0,05. Donc ça se joue à pas grand-chose. C'est pas grand-chose, là. C'est l'épaisseur du trait. Voilà, c'est l'épaisseur du trait, ça se joue à 1 ou 2 patients. C'était d'ailleurs la même chose pour Abivax à la dose de 25 sur la rémission clinique, où ça sortait à un patient. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Abivax, en phase 3, teste les 2 doses, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé, à mon sens, la dose. Donc les résultats sont positifs, on voit une différence. Maintenant, il va falloir reproduire ça sur un échantillon beaucoup plus grand. La question, c'est quid de la phase 3, le coût, qui va la faire. Moi, le souci que j'ai sur cette indication, c'est qu'il y a un environnement concurrentiel qui est dingue. Tous les gros acteurs sont là. Et je me pose la pertinence d'y aller, parce que soit vous avez une molécule qui est vraiment révolutionnaire avec un mécanisme d'action qui change tout, et vous êtes capable de sortir des data cliniques qui sont incroyables, ultra convaincantes. Très fortes. Voilà. Soit vous ne l'êtes pas et c'est plus compliqué. C'est le risque. On a l'exemple d'ailleurs du filgotinib de Galapagos et de Gilead, qui est approuvé dans la polyarthrite dans l'UC, mais qui fait pas un chiffre d'affaires énorme. Donc moi je questionne plus la viabilité commerciale, et après on verra si les études cliniques, si elles sortent. Mais si les études cliniques sortent, voilà. Est-ce que le parcours d'une biotech ne s'arrête pas à un succès de phase 3 ? Et c'est vrai qu'on a tendance trop souvent à parler de la phase 3, mais même quelquefois quand la phase 3 valide le principe, c'est pas le succès commercial assuré derrière. Pour que ce soit le succès commercial, il faut être un first in class. Quand vous êtes le premier, que vous êtes un pionnier sur une indication, déjà sur le market access aux US c'est plus facile parce que vous n'avez pas de discount, vous êtes en position de force par rapport au PBM. Et puis comme les prescripteurs sont en attente d'une innovation et de produits, dès qu'il y a quelque chose, ils vont prescrire. Quand vous avez le choix entre plusieurs molécules et qu'en face de vous avez Pfizer, AbbVie, c'est plus compliqué. C'est compliqué. On ouvre ces chakras avec Frédéric Gomez. On avait envie de parler d'un de vos coups de cœur. On aime bien aussi aller chercher des noms moins connus, encore que je pense que pour ceux qui suivent les biotech, ce nom évoquera sans doute quelque chose. Galderma,
Dites-nous tout sur Galderma. Alors, Galderma, c'est pour les investisseurs français qui suivent Sanofi, qui suivent L'Oréal. Galderma, c'est suisse, hein, c'est ça? C'est une société suisse, oui. mais c'est une société qui est intéressante parce qu'une société qui est spécialisée en dermatologie et qui, il y a quelques années de cela, appartenait en fait à Nestlé. D'accord. Et Nestlé, voilà. Donc c'était une entité, c'était Nestlé Healthcare, Nestlé Health, et Nestlé a décidé de se séparer, donc ça a été racheté par des fonds de private equity. Et ils ont fait une introduction en bourse au printemps cette année, qui a été souscrite massivement et qui a été plutôt un beau succès. Donc Galderma, en fait, c'est une société qui a 3 divisions, mais il y en a 2 qui m'intéressent un peu plus que les autres et qui sont importantes dans l'histoire. Une première, c'est une division esthétique. Et là, en fait, c'est un concurrent direct d'Abvi et d'Allergan, puisqu'ils ont à la fois une toxine botulique, concurrent du Botox, et ils ont aussi de l'acide hyaluronique, concurrent du Juvederm d'Abvi. Cette division, à l'heure actuelle, c'est quasiment 50%, un peu plus de 50% du CA. Donc au premier semestre, ils ont fait 2,4 milliards de chiffre d'affaires. Il y avait 1,14 milliard de mémoire sur la division esthétique. Donc c'est quand même un métier où les marges sont importantes, où c'est le out of pocket. Donc on a des patientes au Brésil, ou des patients d'ailleurs, qui au Brésil, en Russie, en Chine, se font injecter la toxine. Trop à la dépense, ouais. Ils ne regardent pas trop à la dépense. Donc c'est un business qui est quand même assez rentable. Ce que je trouve intéressant, c'est quand on regarde le chiffre d'affaires du Botox, en fait, il est stable depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que clairement, la division esthétique n'est pas C'est pas là où les croissances, quoi, en gros. Non, c'est pas une priorité pour Abvi. Oui, depuis qu'Abvi a racheté Allergan, ils ont récupéré dans la corbeille ça d'Allergan, mais c'est pas en haut de la liste de priorités d'Abvi. Ce qui permet au final à Galderma de prendre des parts de marché. On a un taux de croissance qui est important, alors que c'est inexistant chez Abvi. Et maintenant, en fait, sur les nouvelles prescriptions, c'est plus le Botox qui est prescrit en premier temps. D'accord. En numéro 1, c'est vraiment les produits Galderma. Donc, Galderma est en position de force et affiche une belle croissance. Mais ce que je trouve intéressant plus dans leur division esthétique, c'est leur division dermatologie médicale. Ils ont eu cet été, en fait, au mois d'août, l'AMM pour un produit qui s'attaque en fait directement au Dupixent de Sanofi. Et c'est là où on fera le lien tout à l'heure avec L'Oréal. Donc Dupixent, c'est un anti-IL4, IL13, c'est une forteresse, plus de 10 milliards de revenus. Oui, c'est ça, c'est le médicament de Sanofi. Hein. C'est le médicament de Sanofi qui est un produit merveilleux. Et Galderma a décidé de s'attaquer à la forteresse en ciblant alors pas la même cytokine, le même médiateur d'inflammation, parce qu'eux, ils vont sur l'IL31. Mais en fait, ils ont fait un développement clinique dans 2 indications, le prurigo nodulaire et l'eczéma, la dermatite atopique, 2 indications cas du Dupixent. Et là, ils ont eu par la FDA, l'AMM dans le prurigo nodulaire, qui est une petite indication. Alors, quand on compare les datas des les phases 3 des 2 produits, ils sont malins, hein, puisqu'il y en a un, Sanofi, qui fait une efficacité à 24 semaines, quand Galderma le fait à 16 semaines. Donc, c'est difficile de comparer. Ils sont encore plus malins parce qu'ils n'utilisent pas la même échelle pour évaluer le prurite. Donc là encore, difficile à comparer. Néanmoins, il y a une chose qui est intéressante avec la molécule de Galderma, c'est qu'un des enjeux sur ces patients, c'est qu'ils ont une qualité du sommeil qui est altérée, puisqu'il y a des démangeaisons. On se gratte, hein, oui. On se gratte. Et donc, là, le produit de Galderma sort, chose qui ne se passait pas avec du Dupixent. Donc c'est un petit élément différenciant entre les 2 molécules. Donc maintenant, ils ont eu l'AMM, le lancement va s'effectuer dans les prochaines semaines, donc ça va être intéressant. C'est un produit qui est hyper important pour Galderma parce que c'est un gros pari financier. Ils ont quand même dépensé 900 millions de dollars en R&D sur ce produit-là. Donc ils ne peuvent pas non plus trop se permettre de se louper. Et c'est vrai qu'historiquement, Galderma a des produits en psoriasis, qui sont des vieux produits, des produits matures, qui font de l'argent et de la bonne marge. Vraiment Mais là, sur un chiffre d'affaires de 4 milliards, quand vous avez l'ambition d'aller chercher 2 milliards, 2 milliards, c'est jamais que 20% du chiffre d'affaires de Dupixent. Si jamais ils font 1 ou 2 milliards avec ce produit-là, c'est quand même 25 à 50% de mieux que ce qu'ils font à l'heure actuelle. Donc c'est pas neutre. D'autant que j'ai pas suivi de près le cours de bourse, mais j'ai pas l'impression que ça ait fait forcément des étincelles depuis l'introduction en bourse. Alors si depuis l'introduction, ça a bien progressé. Moi je pense qu'il y a encore un beau réservoir de hausse, parce qu'il y a quand même des fondamentaux qui sont intéressants. Mais l'autre événement qui est survenu cet été et qui est un peu comique, c'est la prise de participation de L'Oréal. L'Oréal a pris 10% de Galderma. Alors, il y a un accord de collaboration scientifique entre les équipes, qui est aussi censé, parce que ça permet à L'Oréal
d'aller sur l'innovation, voilà, d'apprendre des équipes de Galderma, de voir un peu ce qui se fait. Mais c'est clair que la prise de participation de 10% de L'Oréal au capital de Galderma, elle a un côté amusant parce que L'Oréal est déjà présent dans Sanofi, donc L'Oréal gagne de l'argent avec le Dupixent. Et beaucoup de dividendes d'ailleurs. Puis Nestlé lui-même est un actionnaire de L'Oréal. Et L'Oréal est un actionnaire. Voilà. Donc, quand on connaît l'historique entre Nestlé et L'Oréal, et l'historique entre L'Oréal et Sanofi, voir L'Oréal rentrer dans Galderma, voilà. Ça a aussi un côté comme quoi le monde est petit. Le monde est petit. Le monde est petit dans la santé, dans la beauté et dans l'industrie en général. Voilà, en tout cas, on voulait vous parler de ces 4 valeurs et notamment de Galderma, société suisse. Merci beaucoup Frédéric pour ce tour d'actualité complet. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et on retrouve pour l'entretien Pierre Vincenzo Piazza, directeur général d'Aelis Pharma. Bonjour Pierre Vincenzo. Bonjour, bonjour. Alors, Aelis Pharma, je le rappelle, biotech introduite en bourse début 2022 et qui développe des candidats médicaments de la nouvelle classe des CB1 SSI pour le traitement notamment des troubles liés à la consommation excessive de cannabis et de certains déficits cognitifs dont la trisomie 21. Et forcément, il faut qu'on commence par l'actualité d'Aelis. Ce sont les résultats mitigés, on peut dire, de l'étude clinique de phase 2B. C'était avec AEF 117, donc chez des participants souffrant de troubles liés à l'usage excessif de cannabis. Est-ce que vous pourriez nous rappeler déjà, pour commencer peut-être, le but général de cette étude? Oui, donc merci déjà de me poser cette question. Donc, il s'agit d'une étude pionnière dans le domaine de l'addiction au cannabis et qui avait 3 buts principaux. Les premiers, c'était de vérifier si la F117 était capable de diminuer la consommation de cannabis. Les deuxièmes, c'est d'identifier les doses idéales pour les prochaines études cliniques. Et les troisièmes était de comparer, parce que dans le cannabis, on ne l'avait pas fait encore, ce qu'on appelle des critères binaires ou qualitatifs à des critères quantitatifs. Alors, pour mémoire, un critère binaire, c'est un critère qui va évaluer la proportion des patients qui vont atteindre un critère prédéfini. Par exemple, ne pas fumer plus de 2 jours par semaine. En revanche, un critère quantitatif, c'est un critère qui va mesurer directement la prise de cannabis de façon quantitative chez les patients. Alors, pour réaliser cette étude qui posait un certain nombre de questions, nous avons fait ce qu'aujourd'hui est la plus grosse et la mieux contrôlée étude dans ce domaine. D'ailleurs, la première sponsorisée par un pharma ou une biotech. Et nous avons inclus 333 patients dans 11 centres cliniques aux États-Unis. D'accord. Donc ça, c'était pour les objectifs de cette étude. Je parlais de résultats mitigés. Pierre Vincenzo, je vais vous citer Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Qu'est-ce que vous avez appris alors de cette étude? Quels sont les résultats? Qu'est-ce qui vous semble intéressant? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Ou qu'est-ce qui vous donne des raisons d'espérer? Donc, d'abord, regardons les résultats. Oui. Les premiers résultats qu'on fait toujours dans ces études, c'est que nous avons montré que la F117 a un profil de sécurité et de tolérabilité très bon. Bon, déjà, ça c'est... Mais en particulier, n'a pas les effets indésirables des antagonistes du CB1 de la génération précédente, comme les rimonabant, qui augmentaient l'anxiété et la dépression, alors que la F117, qui appartient à une nouvelle famille d'inhibiteurs, a plutôt tendance à les diminuer. Donc ça, c'est quand même un aspect important. Les deuxièmes résultats, c'est que quand on regarde les critères qualitatifs, dont il faisait partie, malheureusement, les critères principaux de jugement, la F117 n'a pas d'effet significatif. Alors, il paraît que c'est dû au fait que ces mesures, chez les addicts au cannabis, sont soit pas assez sensibles, soit ils souffrent d'un effet plafond qui les rend difficiles à utiliser pour évaluer les effets d'un traitement. Malheureusement, avant de faire cette étude, que c'est la première qui a analysé
ce type de... on ne pouvait pas les savoir. Oui. En revanche, avec les critères de jugement quantitatif, nous avons eu des effets significatifs de réduction de l'utilisation du cannabis sous une sous-population de patients, à savoir les patients avec une addiction modérée, et une tendance assez visible chez la globalité des patients. Bon. Le troisième enseignement, que je pense que c'est le plus important, c'est qu'en fait, quand on regarde l'effet du 117 dans cette étude, la phase 2B, et dans l'étude précédente, la phase 2A, les composés ont pratiquement les mêmes effets. On retrouve les effets de la phase 2A où on regardait des paramètres quantitatifs et surtout chez des patients modérés dans la phase 2B. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça permet de valider la classe pharmacologique que nous utilisons. Ah, on va y revenir, ça, effectivement. Ça arrive, je veux dire, c'est pas très connu, mais ça arrive que des médicaments avec un nouvel mécanisme d'action qui ont des effets prometteurs chez l'animal n'ont aucun effet chez l'homme. Ce n'est pas le cas de la F117 qui a en fait chez l'animal et chez l'homme les mêmes effets et donc ça valide aussi les autres molécules que nous sommes en train de développer. On va en reparler. Juste sur cet effet plafond dont vous parliez, du coup, si ça maintenant c'est quelque chose que vous seriez à même de mieux appréhender pour une nouvelle étude? Alors, moi je pense que dans une prochaine étude, on va plutôt utiliser des critères quantitatifs. D'accord. Que des critères qualitatifs. Bon, justement, vous l'avez dit, là, sur ce plateau, et dans le communiqué de presse, Aelis Pharma poursuit actuellement des analyses visant à investiguer la portée de ces améliorations quantitatives afin de déterminer le meilleur plan d'action stratégique et réglementaire. Vous l'avez dit, vous avez évoqué ici, la plus haute dose dans l'essai, eh bien, elle montre un effet sur les patients souffrant d'une addiction modérée. Quelle part des patients ça représentait? Et puis, est-ce que ça, c'est finalement une piste à explorer pour continuer les développements sur AEF 117? Et puis, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, dans cette étude, vous disent il y a peut-être d'autres voies sur lesquelles on peut aller chercher? Alors, donc, premièrement, dans l'addiction au cannabis, et ça c'est très différent, par exemple, de l'addiction aux opioïdes, 80% des patients ont une addiction légère ou modérée. Il n'y a que 20% des patients qui ont une addiction sévère. Donc ça concernerait encore beaucoup de gens finalement. Exactement, ça concerne. Et après, je pense qu'on assiste à une évolution dans la façon d'appréhender par les médecins l'addiction, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les maladies du corps, on n'attend pas que les patients soient gravissimes avant de commencer à les traiter. Il vaut mieux pas. Oui, le cancer, c'est un bon exemple. Anticancéreux qui marche quand vous avez des métastases partout, il n'y en a pas. Dans l'addiction, pendant très longtemps, on a eu l'approche inverse. En fait, on a commencé à traiter que les personnes qui étaient dans une addiction sévère, voire extrêmement sévère. Et aujourd'hui, il y a une tendance à essayer de les traiter le plus tôt possible. Le problème, c'est qu'on manque de médicaments qui agissent tôt, même on manque de médicaments qui agissent du tout. Donc, avoir un médicament qui, de façon logique, quelque part, agit mieux quand la pathologie n'est pas très sévère, comme tous les autres médicaments, peut aider à cette évolution de l'approche thérapeutique aux addictions. Donc, nous pensons que ça reste un élément important. Quand est-ce que vous serez en mesure de revenir communiquer sur l'évolution? Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Ah oui, ça c'est sûr. J'espère avant, mais je préfère ne pas promettre des choses qu'on ne peut pas tenir. On reste sur quand même un délai assez court. Oui. C'est ce qui est visé. Sur ce traitement, il y avait un accord avec le groupe américain Indivior. Elle comprend à ce jour une option exclusive qui lui permettait d'obtenir les droits mondiaux d'AEF 117, option que bien sûr le groupe a dit ne pas vouloir exercer pour le moment. Quelles options ça vous laisse à vous, côté Aelis Pharma? Alors, donc déjà, parlons d'Indivior. Indivior, ce qu'il a dit, alors dans leur communiqué de presse, c'est probablement pas super clair, même si je pense que c'est assez clair, c'est qu'ils veulent voir la fin de nos analyses avant de prendre une décision. D'accord. Okay. Après... Donc il y a déjà le bénéfice du doute.
là. Ah oui, oui, Oui. ce n'est pas le bénéfice du doute. Ils veulent prendre leur décision une fois qu'ils ont vu... Toutes les datas en main. Ouais. Parce que vous savez, les problèmes aujourd'hui pour une société cotée, c'est qu'il faut annoncer les résultats super rapidement. Parce que sinon, on peut vous tâcher que vous êtes en train de... Malheureusement, dans une étude clinique de grande taille, surtout une étude clinique de phase 2B, que ça reste quand même une étude exploratoire, ce n'est pas une phase 3, il faut longtemps pour faire le quality check des données et pour faire toutes les analyses. Donc on est en fait obligé de communiquer avant que les résultats soient complètement définitifs. D'accord. Donc Indivior veut attendre ça. Ouais. Le deuxième aspect, c'est que, moi je me souviens quand on a démarré dans ce domaine en 2013, surtout en France, on nous disait, mais vous voulez faire une société pour soigner une maladie qui n'existe pas. Parce qu'on était convaincus que l'addiction au cannabis n'existait pas. Aujourd'hui... On a un peu changé de voilà, sur le sujet. Aujourd'hui, juste regardez aux États-Unis, 7% de la population 12 ans et plus a une addiction au cannabis, donc ça fait 19,2 millions de personnes. Ça commence à générer beaucoup d'intérêt d'autres pharma. Donc nous avons reçu plusieurs sollicitations d'autres pharma qui pourraient être intéressés à faire un accord avec nous. Bien sûr, tout ça est très préliminaire, c'est juste des discussions, mais pour dire que Indivior n'est pas, c'est pas Indivior ou la mort, c'est Indivior ou très probablement un autre. Peut-être d'autres partenaires. Je vais vous demander de revenir dessus, même si vous l'avez expliqué assez clairement, parce que oui, c'est la crainte de certains investisseurs qui disaient « Ah, bon, données mitigées, on voit qu'il va falloir encore un petit temps pour l'analyse, pour le traitement. » Et si ça, finalement, ça remettait en question l'ensemble de la technologie, de la science qui est à la base d'Alice Pharma, à savoir justement les CB1 et CCI. Et ça, vous me dites que non, Pierre Vincenzo. C'est le contraire. C'est le contraire. L'élément le plus positif de cette étude, c'est de conforter toute la classe pharmacologique. Donc F117 est le premier de cette classe. Donc comment vous confortez une classe pharmacologique? En fait, c'est assez simple. Il faut que vous avez des données cohérentes. Chez l'animal, la F117 baisse la prise de cannabis, à la fois chez les rongeurs et les singes. Chez l'homme, en laboratoire, la F117 baisse la prise de cannabis, et chez l'homme en conditions réelles, avec les dernières études, le 117 baisse la prise de cannabis. Donc les composés marchent. D'accord. Après, c'est une autre question de savoir quelle est la meilleure voie pour les mettre sur le marché. Est-ce que c'est ça la pathologie où il faut aller? Moi, je pense que oui, nous sommes confiants, mais de façon générale, c'est la première démonstration que les CB1 et CCI marchent. N'oublions pas qu'il y a eu des médicaments qui ont même défrayé la chronique, c'est les inhibiteurs des FA, que c'est un inhibiteur des endocannabinoïdes qui font augmenter l'anandamide, c'est un des principaux. Chez l'animal, on a des effets thérapeutiques très intéressants. Sont bien tolérés chez l'homme, n'ont aucun effet. Mais ils ne fonctionnent pas du tout. Donc, quand vous faites quelque chose de vraiment nouveau, c'est un élément très important. Donc, en fait, les résultats du 117 nous motivent encore plus et nous donnent encore plus d'optimisme pour le 217. Alors justement, parlons-en du 217. Cours d'essai de phase 1-2 dans le traitement des troubles cognitifs liés au syndrome de Down, la trisomie 21. Des résultats qui sont attendus cette année, c'est ça? Oui, avant la fin de l'année. Bon, là, qu'est-ce que vous en espérez? Qu'est-ce que vous en attendez de ces résultats? Alors, donc, si vous voulez, les 117, nous avons déjà fait des études chez les volontaires sains, et les composés ont montré une très bonne tolérabilité. Maintenant, notre population cible sont les personnes avec une trisomie 21, qui sont des personnes beaucoup plus fragiles que ce qu'on appelle les volontaires sains. Donc, le but principal de l'étude est celui de vérifier que aussi, chez quelqu'un avec une trisomie,
les composés safe. Et la deuxième chose, qu'elle est bien absorbée, parce que c'est aussi des personnes qui très souvent ont des problèmes gastro-intestinaux, donc on ne peut pas être sûr que les composés soient bien absorbés aussi. Important. Ouais. Et donc, si ces études-là sont positives, nous avons déjà programmé de démarrer en 2025 une étude multicentrique, elle, dédiée à l'efficacité. Dans la phase 1-2, il y a aussi quelques paramètres d'efficacité qu'on a mis. Mais si j'écoute tous les experts dans le domaine, vu que l'étude dure un mois, tout le monde est convaincu qu'en principe, on ne devrait rien voir parce que les sur l'efficacité, parce que le traitement, il est trop court. Oui, c'est ça. Voilà. Mais donc, le but principal, c'est de prouver que même dans une population qui a un certain nombre de pathologies rajoutées, endocriniennes, cardiaques, gastro-intestinales. La sécurité et l'efficacité de l'absorption, hein, quand je écoute du traitement. Exactement. Bon, là aussi, avec, je le disais, des résultats qui sont attendus d'ici la fin de l'année. Lors de votre dernière levée de fonds, forcément, on va parler un petit peu finance. Oui. Fin juillet, vous disiez avoir de la visibilité jusqu'au 4e trimestre 2026. Alors, dans le secteur, c'est plus que convenable. Allez, c'est quoi les 3 grandes priorités de Pier Vincenzo Piazza d'ici ce 4e trimestre 2026? Donc, la première, c'est... la première, je ne vous l'ai dit pas dans l'ordre. Allons-y, il y en a 3. Oui. C'est continuer avec la F-117 et ça passe par probablement trouver un autre partenaire ou continuer avec Indivior. La deuxième, c'est le 217, faire la phase 2 pour prouver l'efficacité de ces molécules. Et la troisième, c'est à ce sujet qu'on a fait la levée de fonds. En fait, notre pipeline s'est démontré beaucoup plus efficace de ce que nous pensions. Alors, c'est quoi les autres indications prometteuses? Voilà, donc je voulais clarifier un point. Nos molécules appartiennent toutes à la même classe pharmacologique générale. Ça veut dire quoi? Qu'à la place de modifier de façon intégrale l'activité du récepteur, il en modifie qu'une partie. C'est ça l'inhibiteur spécifique de la signalisation. Mais à cause de leur mécanisme d'action, et en fonction de la structure de la molécule, arrivent à avoir des effets différents. Donc c'est des molécules qui appartiennent de façon générale à la même classe, mais qui appartiennent à des sous-classes qu'on ne peut pas substituer les uns avec les autres. D'accord. C'est que j'appelle la pharmacologie classique, son pharmacologie monodimensionnelle, parce que vous agissez que sous une dimension, l'interaction entre récepteur et médiateur. Et nous, on fait de la pharmacologie multidimensionnelle, parce qu'en fait, on peut être sélectif pour l'un ou l'autre neurotransmetteur et pour différentes voies de signalisation. Alors, je me suis accroché, je crois que j'ai tout compris. Mais alors, justement, sur les indications, qu'est-ce que ça nous donne? Ça ouvre beaucoup d'indications possibles. Donc, nous avons 2 priorités aujourd'hui. Une, aller vers les maladies métaboliques reliées à l'obésité. D'accord. Où les CB1 a un rôle très important et très actif, et après avoir démontré qu'on n'a pas les effets indésirables des antagonistes CB1. Donc ça nous ouvre vraiment une porte très importante pour aller là-dedans. Il y a un très gros intérêt de l'industrie pharmaceutique. Là. Je crois qu'on le voit en ce moment avec les GLP1 notamment. Voilà, mais Novo Nordisk a acheté un antagoniste du CB1 pour 1 milliard d'euros. Acheter la société qui les devrait pour 1 milliard d'euros. Il y a peut-être la pertinence dans cette indication pour cette classe. Et les deuxièmes, c'est plutôt des pathologies reliées au système dopaminergique. C'est un système qui est impliqué dans beaucoup de choses. Parkinson, schizophrénie et surtout les désordres attentionnels avec hyperactivité, que c'est une pathologie qui nous intéresse. TDAH, voilà, le TDAH qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui, il y a des thérapies qui sont efficaces, mais avec beaucoup d'effets indésirables, secondaires.
Voilà, donc... Voilà, 3 priorités clairement affichées et des explications très complètes sur les résultats et la stratégie d'Alice Pharma. Merci beaucoup Pierre-Vincenzo Piazza. Merci, merci beaucoup. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.